Écoutez, nous allons démarrer, nous avons 45 minutes et je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi, une journée où plus de 1000 personnes sont réunies entre ce matin et les ateliers de l'après-midi autour de notre passion de l'export et de l'internationalisation des entreprises. Le meilleur du public, le meilleur du privé, en tout cas le privé s'est exprimé depuis ce matin avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, avec un ministre qui a donné un cap et les représentants des entreprises qui ont également partagé la même ambition. Nous avons aujourd'hui tiré sur cette ficelle du développement international des entreprises pour aller plus loin encore dans les thématiques que nous adressons concernant le déploiement des projets ou le financement de ces projets. Nous sortons d'une période assez unique dans nos vies professionnelles et personnelles. Quelles en sont les conséquences? Quelles leçons nous en tirons? Quel est l'avenir pour nos entreprises en matière de financement? Ce sont les sujets que nous allons adresser avec 3 témoins qui nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Alors je vais rapidement vous les présenter, je leur demanderai d'ailleurs de nous dire un mot dans ce premier tour de table. Nous allons avoir un échange qui, je vous l'ai dit, va durer 45 minutes. Nous essaierons de garder un petit peu de temps, si nous y parvenons, pour échanger avec vous et répondre à des questions plus précises en fonction des cas que vous rencontrez, des situations auxquelles vous faites face ou tout simplement aux informations que vous souhaitez compléter. Alors je commence par Florence Loger. Vous êtes responsable appui international chez Capital Export. Bonjour Florence. Bonjour. Je suis également avec Olivier Bougon. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert international chez Banque Populaire. Il faut toujours un bon banquier quand on se déploie à l'international, nous y reviendrons. Et last but not least, nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Germain Gauthier, secrétaire général d'Infralion Capital Management. Bonjour Germain. Bonjour Pedro. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de démarrer avec un témoignage et une vision de la situation par Germain. Germain est un grand professionnel que la plupart d'entre vous, vous êtes aujourd'hui à peu près un peu plus d'une centaine à nous suivre. En tout cas, vous étiez inscrits. Je n'arrive pas à voir si vous êtes bien 100 à l'instant T. Mais vous le connaissez déjà sans doute, vous l'avez croisé, Germain est une des personnes qui connaît le mieux l'état du marché international et les enjeux auxquels font face nos entreprises de par son expérience dans différents groupes et différentes missions qu'il a pu avoir. Je trouvais très utile de commencer par cette vision. Alors Germain, peut-on dresser un panorama assez rapide et succinct, si on peut le faire, de la situation économique auxquelles font face nos entreprises, les opportunités éventuelles auxquelles elles font face? Où en sommes-nous aujourd'hui dans une situation où on entend des pays qui vont se reconfiner, on voit une reprise économique qui est annoncée comme très forte dans bien des domaines, et puis en même temps certains secteurs d'activité encore un peu fébriles, encore un peu groggy, d'un déconfinement pas totalement réalisé. Alors on en est où, Germain? Alors merci Pedro pour cette introduction. Je vais simplement préciser que j'interviens là plutôt en tant que conseiller du MEDEF International qu'avec ma casquette Infralion, qui est une société d'investissement dans les infras en Europe. Alors, sur les questions relatives à la situation dans laquelle on peut se trouver, je dirais qu'il y a une différence de fond en ce qui concerne les contrats en cours d'exécution. Et les exportateurs qui nous écoutent doivent savoir qu'ils sont confrontés dans l'exécution de ces contrats à des augmentations de prix qui n'étaient pas forcément prévues au moment de la remise des offres, et notamment une augmentation extrêmement importante du prix du conteneur, du fait de la croissance aux États-Unis. Et les entrepreneurs qui sont dans une situation où ils sont en train d'élaborer leurs offres et eux sont confrontés à une évolution de la géographie, du contexte économique dans lequel ils évoluent les uns et les autres, avec, je dirais, des différenciations. Une zone européenne qui a été, je dirais, très protégée dans le cadre de la crise et où on a une forte demande intérieure. Des entreprises qui ont du cash et qui, par ailleurs, investissent. Ce qui, effectivement, a quelques effets en termes de commerce extérieur français. On a une dégradation de la balance, même si elle est atténuée par des exportations qui, elles, sont en augmentation. Et on remarque 3 secteurs qui sortent mieux, qui tirent mieux leur épingle du jeu que les autres. Bien sûr, les transports, à peu près 6% de croissance des exportations. L'agroalimentaire, un tout petit peu moins de 5%. Et sans aucune surprise pour l'ensemble d'entre vous, les produits pharmaceutiques. Donc un paysage contrasté, un paysage d'autant plus contrasté qu'on a vu une augmentation assez forte de la volatilité du change. Et pour ceux qui avaient fait les offres en monnaie du pays de destination, ils ont pu effectivement subir un certain nombre de déconvenues
voyant progressivement disparaître leur marge pour certains d'entre eux. Le retour du multilatéralisme, ça c'est une très bonne nouvelle avec l'élection de Joe Biden, mais néanmoins, pas un fractionnement du monde, mais l'émergence de zones de collaboration qui sont peut-être plus en voie d'accentuation. Je pense notamment à la zone asiatique qui s'organise de façon très structurée pour tirer parti du rebond de la croissance mondiale, mais aussi du rebond de sa croissance interne. Et avec quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs, qui est la démarche de l'Angleterre, qui, après avoir mis en œuvre tous les mécanismes pour consolider le Commonwealth, aujourd'hui a un dossier assez structuré de demande d'adhésion à l'Organisation du commerce extérieur de l'Asie, enfin, du commerce asiatique. Donc un paysage en voie de différenciation, générateur de nouveaux risques. Très bien managé. Comme ça laisse réfléchir un peu, puis ça doit peut-être plus difficile à prendre pour les petites et moyennes entreprises que nous sommes là pour accompagner. Voilà en quelques mots ce que je peux dire de la façon dont nous voyons les évolutions à venir. Mais un point très particulier et très positif en ce qui concerne les exportations, en fait, 80% des entreprises interrogées par Euler Hermès disent cette année vouloir augmenter leurs exportations et anticiper une augmentation du chiffre d'affaires de leurs exportations. Il y a donc une possibilité de faire de l'année 2021, en tout cas ce qu'il en reste, et de l'année 2022, deux beaux millésimes pour le commerce extérieur français, puisqu'en réalité, avec cette croissance mondiale, c'est plus de 60 milliards d'opportunités qui se présentent à nous. Alors allons-nous pouvoir les saisir? Certainement. Faut-il s'organiser? Certainement, nous le sommes déjà beaucoup. Les questions de financement vont-elles être un facteur d'accélération ou un facteur de blocage pour certaines entreprises? C'est fort possible, c'est pour ça qu'on essaye, en tout cas à MEDEF International, d'accompagner nos adhérents, de les informer, si possible de les former pour ceux qui le souhaitent. Et la synergie avec Stratexio est absolument évidente, puisqu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que si la visio permet de moins voyager, et je dis permet parce qu'en voyageant moins, on ne coupe pas le contact ni avec ses collaborateurs, ni avec ses prospects, ni avec ses clients, en réalité, on travaille mieux. On a un tableau Excel, une présentation PowerPoint, on la partage, ça va vite. Ça permet de multiplier les opportunités d'interaction, mais on remarque que ça doit être complété de réunions plus régulières entre pairs, entre entreprises de la même filière, du même secteur, de la même zone géographique, pour partager des expériences qui permettent aux entrepreneurs et aux exportateurs de mieux lire le monde dans lequel ils sont amenés à évoluer dans les mois et les années qui viennent, qui sera certainement différent de celui qu'on a connu avant le Covid, mais pas fondamentalement différent. Le commerce international reste le commerce international. Voilà. Alors, on a bien noté, hein, on a compris que des opportunités, il y en aura, il en existe déjà, que globalement, il y a des forts signes d'accélération, on en fait même des lois d'ailleurs, on appelle ça des lois d'accélération, y compris chez nous en France, que les États-Unis vont être un gros moteur, que l'Europe va être un gros moteur, qu'on va avoir une fenêtre de 2 ans, et après, advienne que pourra, mais au moins, il y a une reprise qui signifie que des positions sont à adopter, sont à prendre. Il y a un momentum aussi qu'on n'a pas cité, qui est la situation économique, on y reviendra peut-être, des entreprises françaises et du fait qu'elles sont beaucoup de trésorerie en l'état. Encore, on l'a vu dans la presse pour les grands comptes hier dans les Échos, mais enfin pas que. Les PME, sachez qu'aujourd'hui, sur les 135 milliards d'euros décaissés de PGE, 66% n'ont pas été consommés et sont encore sur les livres des entreprises. Alors face à ça, il y a quand même une question, c'est, et on attaque un peu bien en tête, Germain, pour poursuivre avec vous. Aujourd'hui, avec votre recul et votre expérience, quelles leçons vous tirez de ce que vous observez en tant que casquette MEDEF International, donc les profils que vous croisez, ce que vous disent les entreprises, quelles leçons vous tirez en matière de financement, du développement international des PME et des ETI françaises au regard de l'ADMI qu'on vient de traverser? Alors, je vais prendre un exemple sans citer l'entreprise. C'est un exemple d'une PME française qui fait un peu moins de 20 millions de chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est une PME de belle taille, mais ce n'est pas non plus une ETI au sens où elle ne fait pas 300 millions de chiffre d'affaires. C'est une PME française qui fait 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Donc l'export a un poids significatif. Et c'est une entreprise française qui intervient beaucoup dans les zones émergentes.
Donc dans des zones où on est confronté à un risque pays, à un risque de non-paiement, à un risque de difficulté avec la douane, à un risque d'exécution. Donc beaucoup de risques. Cette entreprise a signé un très beau contrat avec un pays africain. Le closing a eu lieu au mois de décembre. C'est un financement de l'État français. Et donc, j'en profite pour souligner que l'État français a, pendant cette période-là, amélioré ses conditions d'accompagnement pour le financement des contrats à l'export, avec des bonifications sur les assurances, mais également des moyens disponibles à la Direction générale du Trésor à Bercy pour accompagner les entreprises. Ce contrat est signé, le financement se décaisse, l'avance de démarrage est encaissée par l'entreprise, mais voilà, premier trimestre 2021, difficulté d'approvisionnement, difficulté d'exécution. Et donc, comme c'est un contrat avec la puissance publique, un risque de pénalité. Et donc là, on est dans une situation qui est assez paradoxale, puisque cette entreprise réussit pendant l'année 2020 à signer un très beau contrat. Vous voyez, 20 millions d'euros, c'est un contrat qui fait à peu près la taille de son chiffre d'affaires. C'est que de l'export, c'est un souverain. L'État français accompagne, tout se passe très bien, rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Et effectivement, aujourd'hui, les formules d'indexation de prix qui sont dans les contrats ne permettent pas à cette entreprise de faire face, d'une part, à l'augmentation du prix des matières premières qu'elle prend de plein fouet, et d'autre part, à l'accès à ces matières premières qui sont nécessaires pour pouvoir livrer. Donc, une belle affaire qui se transforme finalement en un handicap, même en termes de trésorerie pour l'entreprise. Alors, ce qu'on remarque, c'est que face à ce genre de situation, ce qu'on a envie de dire, c'est il ne faut pas du tout se décourager, les choses vont se normaliser, on a une reprise forte qui crée des ruptures, donc il faut accompagner le mouvement. Mais il faut l'accompagner avec une conscience plus importante des risques qui sont en face de nous pendant cette période particulière de 12-14 mois où on va avoir cette reprise avec des à-coups sur la production. C'est pour ça que je faisais une distinction entre les exportateurs qui ont des contrats en cours d'exécution, dont le chiffre d'affaires va se matérialiser sur 2-3 ans, et qui, eux, subissent ce genre de choses, et les autres exportateurs, mais souvent ce sont les mêmes, ils ont des contrats en cours d'exportation et des contrats en préparation, et la notion de gestion du risque est extrêmement importante, notamment sur la partie fournisseur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit relocaliser pour effectivement sécuriser ces approvisionnements? Alors, c'est sans doute possible pour partie quand il s'agit d'approvisionnement en pièces qui peuvent être fabriquées éventuellement en France. Quand il s'agit de matières premières, c'est plus compliqué. Alors, est-ce qu'il faut repenser sa chaîne d'approvisionnement, en diversifiant plus ses fournisseurs? Ça, c'est absolument clair. Mais la gestion du risque se fait aussi du côté client, c'est-à-dire tenons compte de ces situations assez anormales, de clauses d'indexation des prix qui ne peuvent pas s'appliquer, parce que les hausses sont plus fortes que ce que permettent les clauses, et de rupture. Et là, je pense qu'il faut avoir avec ses clients un langage de la vérité. Et je sais que dans un contexte concurrentiel, c'est particulièrement difficile, parce que tout le monde ne subit pas à la même hauteur ces problèmes d'approvisionnement. En tout cas, un langage de vérité qui peut se décliner contractuellement de façon effectivement à limiter au maximum ces risques-là. Par ailleurs, peut-être une plus forte acculturation des exportateurs sur tous les dispositifs assurantiels qui permettent de couvrir beaucoup de risques. Sur la volatilité du change, par exemple, je sais que BPI a augmenté le nombre des monnaies couvertes qui se situe autour de 22-23 monnaies aujourd'hui, avec une anticipation très intéressante sur le sterling d'ailleurs. Mais 22 monnaies, ce n'est pas l'ensemble des monnaies qui existent aujourd'hui dans lesquelles les entreprises françaises font du commerce. Donc il y a des outils complémentaires, on en a fait état dans la newsletter MEDEF International, par exemple le dispositif européen de CTX, qui est un fonds qui permet de couvrir à peu près 150 monnaies. Vous voyez. Et ils ont des accords ISDA avec les banques, et le groupe qui est représenté ici pourrait tout à fait ouvrir un dialogue avec Jérôme chez CTX pour signer un accord ISDA et permettre effectivement de disposer.
Il y a des solutions, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut plus communiquer, plus dialoguer, échanger des expériences entre pairs, mais aussi avec ses clients. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir éduquer son client, que ce soit un public ou un privé, à la nature des risques encourus dans l'exécution des contrats pendant cette période qui est devant nous. Et beaucoup d'entrepreneurs doivent se dire, mais oui, mais c'est compliqué pour nous dans un système concurrentiel. Alors, je vais faire un petit flashback. 2007-2008, moi je dirigeais une société de gestion de portefeuille à Paris. Nous étions essentiellement dans les hedge funds. Et 3 sociétés de gestion à Paris, dont la mienne, ont pris la décision d'informer nos investisseurs, essentiellement des investisseurs institutionnels, de l'ensemble des risques encourus en termes de liquidité sur les fonds dans lesquels ils étaient investis, que ce soit des fonds gérés par nous-mêmes ou par des tiers. Et donc nous avons eu cette démarche de vérité, ce qui n'était pas quelque chose de très commun sur la place. Ce que nous en avons ressorti, c'est qu'à l'issue de la crise, nous sommes revenus les voir avec des solutions différentes d'investissement. Ben, ils ont été reconnaissants de l'épreuve de vérité à travers laquelle nous étions passés avec eux, et ils ont réinvesti. Alors on ne faisait plus des hedge funds, on faisait du private equity mid-cap US, ce qui n'avait rien à voir, mais en tout cas ils ont fait confiance. Et je crois qu'un client ne pourra pas vous en vouloir si en amont, vous lui dites que ben voilà, il va y avoir du retard, que peut-être que le prix sera un peu plus élevé, que vous avez fait le maximum en termes d'assurance pour garantir la livraison du produit ou des services, mais votre réputation est en jeu, et vous aurez plus à perdre à ne pas lui avoir expliqué ceci, sachant que les contraintes d'exécution s'imposent à vous. Alors, dans les financements, on peut prévoir ce genre de choses, c'est-à-dire que les hausses de prix sur un crédit acheteur, c'est quelque chose qui peut se prévoir, malgré les clauses d'indexation qui ne le permettent pas. Et on verra ça dans les minutes qui viennent. Avec exactement, c'est ce que j'allais dire. Je ne souhaite pas mobiliser la parole. On va revenir, mais vous le connaissez, Germain est toujours passionné et d'ailleurs un des plus grands professionnels de la cause, donc c'est une chance aussi de pouvoir en profiter. Alors, passons à Florence, si vous voulez bien. Florence, vous qui êtes dans l'intimité des dirigeants, si je puis dire, puisque en participant au capital, en étant à leur côté, dans les boards, vous voyez évoluer l'entreprise, à la fois dans son stress, à la fois dans sa stratégie. Quelles leçons vous tirez de la crise sanitaire, vous qui avez vécu quasiment aux commandes à leur côté? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, notre vocation, bien sûr, c'est de les accompagner financièrement, et ça plutôt sur du long terme, mais aussi de participer à la mise en place des stratégies. Et vraiment, dans cette période de crise, ce qui a été très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, en prévoyant, en essayant de suivre malgré tout les stratégies qui avaient été définies, et en trouvant des outils, et d'ailleurs merci à tout ce qui a pu être mis en place grâce au plan de relance, qu'on a pu actionner parfois, on a pu maintenir des plans d'action, notamment à l'international, et ainsi peut-être moins souffrir de cette crise. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que pour la majorité d'entre elles, tout ce qui était prospection de nouveaux clients, c'est un peu stoppé, en tout cas pendant 6 mois. Et lorsqu'elles ont pu se réorganiser avec les moyens digitaux, avec des partenaires dans les pays, et ben ça a pu reprendre. Donc ce qui était intéressant, c'était de les suivre vraiment dans la mise en place à la fois de soutien financier qui existait, et puis également dans la mise en relation avec tout un tas d'experts qui, dans les pays, ont pu prendre le relais et ainsi continuer à avancer sur les plans qui avaient été définis au départ. D'ailleurs, pour une des entreprises, et ce n'est pas anecdotique, dans l'automobile, qui avait vu son chiffre d'affaires baisser de 20%, on a malgré tout, malgré cette crise, réussi à finaliser un build-up en Allemagne, où l'entreprise, voilà, ça faisait à peu près 4 ans qu'ils investissaient commercialement dans une filiale qui ne générait pas suffisamment de chiffre d'affaires. Et donc, une des actions du plan stratégique, c'était vraiment de cibler
pour un rachat et avoir une présence locale qui a pu être fait pendant cette période. Donc c'est vrai que ce qui a été vraiment intéressant, c'est de pouvoir, avec nos connaissances et nos réseaux, accompagner ces chefs d'entreprise dans leur plan d'action, voilà, qui dans l'ensemble ont pu être maintenus. Donc, maintien d'un plan d'action, lié aussi au fait que votre présence a rassuré, elle permet de briser un peu la solitude, génératrice de doutes sur le que faire, le comment faire, etc. Et puis, un moment d'accélération de projet, puisque dans le cas que vous citez, ça a été le moment où le goût du déséquilibre avant s'est manifesté. C'est-à-dire que malgré le contexte, on y est allé finalement, au lieu d'investir à perte ou régulièrement, on va s'installer, on achète une boîte. Alors, ces moments-là sont des moments de bonheur, pour autant qu'on ait des banquiers heureux qui nous accompagnent. Et là, je me tourne vers notre ami Olivier, qui est donc expert international chez Banque Populaire, pour nous parler de la vision du côté du banquier. Alors, on entend que le monde s'est un peu adapté, qu'il y a à la fois des perspectives de croissance, qu'il y a plein d'opportunités, qu'il faut savoir les discerner, qu'il faut être particulièrement bien accompagné. Alors, quand on est le banquier en face, quelles leçons on tire des quelques mois qu'on a traversés pendant 2020-2021 ? Oui, alors merci Pedro. Alors tout d'abord, en tant que banquier, on a pris en plein fouet cette crise avec une économie qui est stoppée, qu'on a dû intervenir, on a dû s'adapter avec l'injection un peu de cash et l'injection des PGE. Et aussi, ce qu'on retient, il faut savoir que nous avons la chance d'être en France et en Europe, savoir qu'il y a eu des plans de relance et de l'injection qui a été faite massivement, que les banques ont su s'adapter très rapidement et mettre en place des systèmes pour pouvoir permettre aux entreprises justement de faire face à cette situation compliquée. Et aujourd'hui, on se retrouve justement dans l'inverse. Ça veut dire qu'on doit être là pour l'accompagnement du robot, de la relance internationale, de la relance du commerce, ça veut dire de la relance de la demande. Et aujourd'hui, on a un nouveau rôle, ça veut dire comment on accompagne aujourd'hui nos clients sur leurs problématiques aujourd'hui qui peuvent être de cash aussi, parce que malgré que des PGE ont été injectés, dû aux allongements, on va dire, des approvisionnements, dû au retard sur certains marchés, le cash est consommé très vite. Donc aujourd'hui, nous avons deux rôles. On a un rôle d'accompagnement sur le court terme, c'est-à-dire comment on fait aujourd'hui pour accompagner nos clients sur des solutions court-termistes, plutôt, on va dire, avec nos solutions habituelles, avec de la MCNE, des solutions, on va dire, de produits qui nous permettent de faire de l'export, de l'avant-sandwise. On parlera des autres risques dus à plutôt la géopolitique ou à la volatilité des marchés. Et on a aussi ce rôle important aujourd'hui d'être un accompagnateur aussi du nouveau monde qu'on veut, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises dans les nouvelles chaînes de valeur, dans les nouveaux, on va dire, dans l'intelligence artificielle, dans l'hydrogène, les énergies renouvelables, le calcul quantique, l'espace. Et ces nouvelles chaînes de valeur, en revanche, elles sont plutôt à moyen terme et à long terme. Donc il faut qu'aujourd'hui aussi, nous comprenions que nous ne pouvons pas avoir que de la rentabilité à court terme, qu'il faut aussi avoir de la rentabilité à moyen terme, de la rentabilité à plutôt long terme, qui va permettre justement à nos entreprises, n'oublions pas que la France, en 2000, était quand même positive sur la balance commerciale. Aujourd'hui, on sait très bien qu'elle est déficitaire. Je pense que cette crise nous a mis un petit peu un pied, comme on dit, dans la fourmilière. Elle a pu voir qu'aujourd'hui, malheureusement, nos avantages comparatifs, notre avance technologique, elle a été un peu décimée. Elle a été rattrapée par des nouveaux pays, par la Chine, l'Asie. On a parlé de cette alliance d'Asie du Pacifique, de l'Asie du Sud-Est, qui représente même 30% du PIB mondial. Les États-Unis aujourd'hui qui réinjectent encore 1,2 milliard, il y a encore 3 ou 4 jours, plus le premier plan, c'est parce que personne ne veut perdre cette nouvelle guerre. Cette nouvelle guerre, ce sont les nouvelles chaînes de valeur et surtout aller vers un transfert de l'énergie, un transfert aussi du respect de la planète et un transfert aussi de valeur. Donc je pense qu'aujourd'hui, le rôle du banquier, sans citer les produits, c'est surtout un accompagnement de ce nouveau monde, d'un accompagnement de nos entreprises et leur montrer que c'est possible. Écoutez Olivier, on a l'impression presque d'écouter un venture investisseur. Vous voyez que le monde de la banque a changé. La recherche du rendement long, de l'investissement de rupture, des grandes transitions que le monde a enclenchées maintenant depuis et qui s'est totalement accéléré. On a vu sur le climat, on a vu sur la digitalisation. On comprend bien que tout ça quand même nous met face à quand même pas mal d'incertitudes, pas mal de spasmes, et avec quand même l'idée de se dire comment on fait en termes de financement pour enjamber ces incertitudes qui font face à nous. Il y a quand même de la vitesse à prendre, on parlait de déséquilibre avant, c'est un peu comme au ski, il faut prendre un peu de vitesse pour réussir à tenir debout. En l'occurrence, comment on maîtrise les risques dans ce contexte-là? Donc j'ai envie de me tourner, et on reviendra, Olivier, notamment sur les enjeux bancaires en termes de soutien, Germain, sur les évolutions qu'on tire de cette crise en matière de solutions de financement maintenant pour l'avenir. On a entendu parler tout à l'heure, vous disiez à juste titre qu'il
il y avait cette notion de préparation, il y avait un enjeu de relocalisation, il y avait des outils qui existaient avec une mixologie des ressources près du trésor, près des banques, etc., qui peuvent exister pour gagner des contrats. Et qu'il fallait gérer la relation client avec vérité, transparence, mais également avec des incertitudes dont on parlait, des impacts sur son BFR, concrètement l'entreprise en question. Elle a un petit sujet à gérer dans son bas de bilan, là, entre autres. Donc, quand on est face à ces situations, est-ce que la crise ouvre à repenser le panier de ressources de nos entreprises quand on est une PME ETI? Est-ce qu'on se finance en 2021-2023 comme on se finançait en janvier 2020? Non, on se finance différemment. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, le PGE n'est pas complètement consommé, donc il reste effectivement du cash sous la pédale de l'entrepreneur qui se pose deux questions, c'est-à-dire dois-je moderniser mon outil de production? C'est toute la question de l'investissement. Et ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que les entreprises investissent. L'investissement industriel en France a augmenté de 6%. C'est donc une tendance forte, le choix de la modernisation de l'outil de production. C'est une question à la fois de compétitivité de notre offre sur les prix, puisque souvent ces investissements sont des investissements en automation, qui permettent d'augmenter les volumes à des prix maîtrisés. Mais c'est aussi une question, je dirais, de présence même des marchés. En fait, la croissance mondiale, elle est sans doute tirée par les plans de relance, c'est très keynésien, mais elle est aussi et surtout tirée sur le moyen long terme qui est qualifié par la démographie. Et la démographie, elle n'est pas galopante, mais elle est quand même très importante. Et là, on voit des continents entiers dont la population sera significativement plus importante dans 5 ans, dans 10 ans, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Avec en parallèle une évolution des modes de consommation, une évolution des modes de formation et une évolution des modes, je dirais, de relations entre personnes de générations différentes et entre les acteurs économiques et les consommateurs qui sont aussi des travailleurs. Donc tout ça évolue avec un poids du numérique très fort. Donc la manière pour une PME de se financer, c'est déjà, je dirais, par la prudence de faire attention à sa trésorerie, en étant très picky, comme disent les anglo-saxons, sur le choix, si on reparle d'exportation, de dans quel pays est-ce que je veux me positionner, est-ce que c'est le moment d'attaquer un nouveau pays, est-ce que c'est le moment de me consolider dans un pays dans lequel j'ai une activité bien margée, sécurisée. Ne pas attaquer un nouveau pays actuellement, c'est aussi prendre le risque de ne pas pouvoir le faire dans les années qui viennent. Donc il faut prendre du risque. Ce risque, aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire que pour le chef d'entreprise, alors là, qu'elle soit grande ou petite, je dirais que ça ne change pas grand-chose. Quand on parle de financement, souvent on a tendance à se précipiter chez Olivier, chez son banquier. Moi, j'essayais de freiner un peu cette ardeur en disant aux entrepreneurs, regardez d'abord quelles sont les solutions d'atténuation des risques qui sont à votre disposition. Atténuation du risque, ce n'est pas nécessairement parler d'assurance tout de suite. C'est déjà mieux connaître, mieux qualifier le marché dans lequel on souhaite se développer ou dans lequel on souhaite entrer. J'ai été frappé dans le cadre des tables rondes précédentes par cette notion de préparation et d'accompagnement. Je crois que c'est plus stratégique encore qu'avant. Il ne faut pas se tromper. Et dans l'analyse, il y a l'analyse du risque de la contrepartie du client, mais il y a l'analyse de la concurrence sur place. Et effectivement, si c'est pour rentrer dans un nouveau marché qui pratique des prix tellement bas que vous allez perdre de l'argent, peut-être qu'il faut se retenir d'y aller. Donc être picky et penser aux mécanismes d'atténuation. Dans les mécanismes d'atténuation, et pour revenir un peu sur les financements, vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent effectivement d'avancer prudemment. Il y a des mécanismes de support pour la prospection, il faut peut-être mieux les activer, d'ailleurs je note que les enveloppes ont été augmentées. Il y a des mécanismes qui permettent aujourd'hui de pouvoir dialoguer avec son client pour affiner la partie étude. Et il y a un mécanisme qui est un peu moins connu que les autres, qui est surtout entre les mains du public, mais beaucoup d'entreprises à l'export travaillent avec le public. Pourquoi ne pas mobiliser un FEXT, c'est-à-dire demander à sa contrepartie publique d'affiner la démarche de la qualification du besoin grâce à l'aide technique française.
Ça, on a effectivement, et on voit qu'on peut mettre en synergie le privé et le public dans ces qualifications amont des projets. Et ensuite, je dirais qu'il faut être conscient du fait qu'aujourd'hui, la compétitivité d'une offre, quand elle doit être financée, eh ben, elle s'analyse sur les 3 volants qui sont le prix, la qualité de l'offre et la qualité du financement. Et là, je vais dire quelque chose qui est un peu hétérodoxe, vous m'excuserez Pedro, mais pour les entreprises qui sont multi-implantées aujourd'hui, tout en privilégiant la part française, c'est-à-dire la nature des biens et services achetés en France, il faut développer l'industrie et les services en France pour les exporter plus et mieux. Il ne faut pas non plus négliger la possibilité de regarder ce qu'on peut faire grâce à sa filiale qui, elle, va être implantée peut-être en Allemagne, peut-être en Belgique, peut-être en Suisse. Bisous, bisous, ciao. Et qui donne accès à des outils complémentaires qui peuvent très bien se combiner avec la boîte à outils française. Donc il faut une analyse un peu plus large en fait. Voilà. Et puis des relais locaux importants. Et là, la question du financement des relais locaux est importante, surtout dans les phases amont à l'implantation. Et là, je dirais qu'on peut tourner pour pouvoir, en fonction d'un business plan bien fait, et on peut voir ça en l'occurrence, bénéficier d'un petit peu de trésorerie dédiée à ça. Mais je dirais que là, il faut jouer à coup sûr, avec des contrats peut-être plus petits au départ, qui vont permettre d'incrémenter progressivement. Voilà, donc un financement qui est différent parce qu'il se focalise plus sur l'assurance. Dans le groupe précédent, quand j'expliquais mon approche par le risque et la gestion du risque, on me répondait souvent que l'assurance, notamment pour risque de non-paiement, l'assurance pour risque de fabrication, etc., c'est un coût. Et ben moi, je pense que dans le monde de 2021, c'est un investissement. Et d'ailleurs, ça peut s'amortir, d'ailleurs, ça se finance. Vous voyez. Donc, voilà, tournez-vous vers une analyse peut-être plus fine de l'ensemble des mécanismes d'atténuation. Et s'ils sont bien maîtrisés, ben, vous éviteront d'avoir un accroissement trop fort du BFR pendant la période qui est en vue. Donc une ingénierie financière sans doute un peu plus complexe pour contrer et enjamber les incertitudes et les spasmes du monde et des marchés potentiels qui sont adressés. Une anticipation, un coup d'avance, comme on dit en quelque sorte, c'est-à-dire un peu de surfinancement sans doute, des ressources très diversifiées pour avoir de la mixité et donc au fond une stratégie financière en cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Et à ce titre-là, c'est plus facile à dire qu'à faire, il vaut mieux être bien entouré. Alors je me retourne vers Florence, on va parler d'accompagnement. Comment on évolue finalement? On a vu ce que l'on tire de cette leçon, la nécessité de proximité, de prioriser, Germain vient de nous le redire, il faut comprendre les enjeux une fois qu'on a compris. Est-ce que vous avez vu et observez-vous des évolutions sur les ressources financières mobilisées? Et est-ce que vous anticipez que dans les 2 à 3 ans qui viennent, pour pouvoir surfer cette vague de la reprise, qui est une réalité, hein, on n'est pas dans le risque de Nice, elle existe, cette vague-là, elle ne se finance pas de la même façon. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Alors, elle ne se finance pas de la même façon parce que les projets, nous, qu'on voit émerger, ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, les entreprises dans lesquelles on investit sont toutes des entreprises très innovantes qui sont sur des marchés de niche et qui sont déjà assez présentes à l'international. Et ce que l'on constate, c'est que après cette crise, il va falloir accélérer le maillage du territoire parce qu'elles sont sur des marchés mondiaux. Et donc, il est très important, effectivement, de prioriser les zones géographiques. Nous, c'est très clair. Il faut absolument que toutes ces entreprises aient des implantations et aux États-Unis et en Asie, lorsque ce n'est pas déjà fait. Hein. Et là, l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans vraiment le renforcement des équipes locales. Et donc, tout ça ne se finance pas tout à fait de la même manière. Ça veut dire beaucoup plus de besoins. Et donc, ça veut dire aussi que nous, on a tout notre rôle à jouer, c'est-à-dire les fonds. Lorsqu'on parle de build-up, eh ben, il faut qu'on soit aux côtés de nos entreprises pour financer ce type de stratégie, tout en utilisant effectivement les outils à la disposition des entreprises en France, au niveau public, mais aussi à l'étranger. Et donc, c'est vraiment cette capacité à accompagner nos entreprises sur des projets ambitieux, parce que c'est le moment.
et de trouver les financements et de compléter vraiment tout avec tout le dispositif ce projet, qu'on y arrive. Et donc il y a aussi pour moi une notion de temps. On est quotidiennement au téléphone avec ces chefs d'entreprise qui ont au niveau du timing parfois un timing qui va plus vite que les décisions financières. Je crois qu'il y a un vrai effort à faire sur ces mises en place rapides. Et ça marche. Voilà, quand il y a un projet qui se présente, il faut, je pense, qu'on soit capable de répondre très très rapidement aux besoins, que ce soit public et privé. Et donc ça, c'est vraiment une nécessité. Un enjeu de rapidité d'exécution. Un enjeu de rapidité d'exécution, et effectivement, plus l'entreprise est entourée, plus c'est rapide. Mais cette notion de rapidité, à mon sens, c'est vraiment un véritable enjeu pour les chefs d'entreprise. En fait, ça se traduit aussi dans la rapidité dans laquelle on va mettre en œuvre un projet, se traduit aussi quelque part dans la façon dont on l'a financé. L'agilité se gagne par le plan de financement qu'on a pu bâtir à l'origine dans le cadre de la préparation, de la priorisation, etc. etc. Donc il y a une chaîne finalement qui rend logique cette agilité, cette capacité à se projeter très vite. Vous avez cité évidemment la possibilité de s'implanter ou d'acheter aux États-Unis, en Asie, pour les raisons qu'on connaît. Il y a beaucoup de financement immatériel derrière, ce qui rend l'exercice un peu délicat et oblige à réfléchir à l'ouverture du capital. Je traduis en fait un mouvement, on a entendu dans quelques boutiques de M&A parisiennes et d'ailleurs, que les demandes de mandat à l'achat sont 5 fois supérieures aujourd'hui qu'ils l'étaient en 2019. Donc il se passe quelque chose côté français sur le momentum en termes d'acquisition. Oui. La notion du c'est maintenant, on a les moyens de le faire. Ce que j'entends dans ce que vous dites tous les deux, c'est que quelque part, on n'a pas besoin de réinventer totalement des mécanismes financiers originaux, un peu ésotériques. Il y a ce qu'il faut sur étagère, c'est une question de customisation, c'est une question d'adaptation des dispositifs et d'être bien éclairé sur la façon de les employer. Tout est dans l'ingénierie et la chaîne de valeur sur les ressources qu'on va mobiliser, et c'est là qu'est la secret sauce pour pouvoir faire face à la situation. Alors je me retourne vers notre ami Olivier sur le sujet des outils. On vient d'entendre à la fois sur une meilleure professionnalisation, une meilleure compréhension de ce qui existe, une ingénierie et une alchimie qui est à travailler, qui est un véritable métier, un encadrement nécessaire pour y voir clair et pouvoir les prioriser. Côté bancaire, comment on voit évoluer finalement l'offre telle qu'elle existait avant la crise? Maintenant, est-ce que les entreprises se financent de la même façon? Est-ce qu'ils vous demandent des outils particuliers? Est-ce que vous voyez monter des enjeux sur le court terme, sur le moyen terme, etc.? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous qu'aujourd'hui on voit une montée déjà de volonté de nos entreprises de vouloir acquérir des sociétés, que ce soit aux États-Unis, même en Allemagne, chez nos voisins. Et comme vous le disiez aussi très bien, on n'a rien réinventé, on n'a rien inventé ces dernières années en termes de financement. Les financements, par exemple, que nous utilisons à l'export, qui sont souvent accompagnés de BPI, justement, il faut le signaler, existaient déjà avant crise. C'est sûr que les personnes, ou les gens, ou les PME, ou les ETI étaient souvent mal accompagnés. Moi, j'y vais, j'ai un webinaire en cours dans les oreilles. Ouais, souvent, malheureusement, et le redécessé. Pas là demain, non? Avant la crise. Pardon Olivier, je télétravail. À la semaine prochaine. Bien fermer vos micros s'il vous plaît. On a toutes les discussions qui apparaissent du coup. Merci Olivier. Oui, donc je disais justement, nous n'avons rien à inventer ces dernières années, nous avons juste amélioré ou adapté nos solutions. Par exemple, on peut prendre l'exemple du préfinancement, le crédit de préfinancement qui est aujourd'hui quelque chose de magnifique, parce qu'aujourd'hui une entreprise qui a une commande, qui doit justement exporter un certain bien qu'il va devoir produire sur plusieurs mois et qu'elle ne va pas encaisser ou ne va pas pouvoir recevoir de cash en attendant, aujourd'hui grâce à BPI et à sa banque, elle peut avoir un crédit de financement qui va permettre cette possibilité de répondre donc avoir de l'agilité, d'avoir de la réponse rapide en disant je vais à mon banquier, je vois ce que le pays nous suit, est-ce que demain je peux prendre ce marché et répondre à ce marché. Il y a le crédit, bien sûr, qu'on avait dit, le crédit, excusez-moi, le crédit client, le crédit fournisseur, oui, qui a été mis en place pour très peu de temps, et l'assurance crédit aussi, qu'on en parle, comme vous disiez, je pense qu'en 2021, la chose aujourd'hui, ce n'est plus un coût. C'est un peu comme le facteur il y a 10-15 ans, on parlait des facteurs comme un coût. Aujourd'hui, c'est une solution utilisée par les TPE, les PME, et je pense que l'assurance crédit sera le futur du facteur, dans le sens que les clients
les compagnies vont vraiment vouloir. Pourquoi? Parce qu'il y a une analyse sur justement la destination, sur le pays, sur les clients, sur les fournisseurs qu'ils vont avoir à l'étranger, qu'ils n'ont pas toujours, eux, de Paris, de la province, ou même le banquier lui-même. Et je pense qu'il faut surtout avoir une harmonie dans le service. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un banquier, c'est pas la CCI, c'est pas la Team Export. Aujourd'hui, nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe qui souhaite accompagner les entreprises françaises, souhaite permettre cette relance dans notre pays. Et nous ne pouvons pas seuls, nous les banquiers. Les pays ne peuvent pas seuls, les intervenants privés ne peuvent pas seuls. Donc je pense qu'il faut vraiment aussi une corrélation plus forte, il faut vraiment un discours plus fort entre nous. C'est ce qui se passe déjà depuis quelques mois. Et pour finir, dans cette nouveauté, je trouve aussi le financement qu'on a pas assez parlé, mais on en a beaucoup parlé ce matin, et moi je trouve que c'est vraiment un futur qu'on aurait proposé. C'est l'export. C'est l'export dans un secteur de plusieurs entreprises qui vont se mêler, qui vont échanger entre elles, qui vont vouloir exporter ensemble, qui vont aller sur un marché ensemble, parce qu'elles ont une complémentarité technologique, une complémentarité sur des marchés, ils vont prospecter ensemble, et je pense que ça c'est un futur. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la grande question, et je pense que le challenge qui va être pour la France, c'est comment on fait pour accompagner nos TPE. Un grand groupe international, un grand groupe stable à exporter, déjà prenons le monde entier. Nous l'avons dit, nous avons 3 secteurs l'agroalimentaire, le luxe, avec les vins spiritueux agroalimentaires évidemment, et l'aéronautique. Aujourd'hui, comment faisons-nous pour que nous soyons comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, c'est-à-dire que notre tissu économique, celui qui emploie les gens, celui qui est près de chez nous, lui réellement puisse aussi avoir sa chance et exporter et pouvoir montrer la qualité de son savoir-faire, comment il peut avoir cet avantage comparatif en coût, en prix, comment il peut être protégé du change, comment on fait quand on va voir son banquier, on lui dit, bah voilà, monsieur Boulon, dans 3 mois, peut-être que le dollar ne sera pas au même prix, comment on apporte ces solutions-là. Donc je pense que c'est plus un discours et un accompagnement qu'on doit avoir que des solutions que nous avons déjà depuis plusieurs années, et vraiment faire comprendre un tissu économique, nos TPE, nos PME, nos outils. Vraiment, il y a des solutions aujourd'hui. La France sait accompagner ces entreprises. Nous l'avons vu, le ministre du Commerce extérieur les a accompagnés en Inde il y a pas longtemps. Il y a eu des signatures très importantes qui ont été faites. On l'a fait aussi en Turquie, on l'a fait en Asie. On sait le faire, il faut le savoir. Bien, merci Olivier, on comprend que il faut beaucoup d'accompagnement, qu'il faut pousser la porte de votre banquier, alors Banque Populaire pour les autres, qu'il faut pousser la porte de votre actionnaire, il y a toujours un peu plus de moyens à vous apporter et des conseils, et puis il faut pousser la porte de MEDEF International et de Stratexio. Et de Stratexio, mais laissez-moi finir la phrase, et de Stratexio pour être dans l'approche collaborative et le partage. Alors on arrive au terme, et ça passe tellement vite, des 45 minutes, et j'ai envie de vous demander, puisqu'on est devant des centaines de participants, qu'il y aura sans doute des replays, beaucoup de monde va vous entendre et va vous voir. Vous avez un message, vous êtes face à des amis, vous avez envie de leur dire « je vais vous donner un tuyau, retenez-le pour les 3 prochaines années ». Quel serait le message que vous avez envie de leur donner maintenant? J'ai envie de commencer par Germain. Alors moi, je donnerai un message qui est très simple, c'est un message d'humilité et de coopération. Humilité parce que l'export, c'est difficile, ça prend du temps, ça peut être source de déconvenus, mais on peut aussi avoir de fantastiques résultats et un multiple de son chiffre d'affaires tout à fait qui en vaut la chandelle. Et prudence, coopération pour effectivement... Alors, les outils de financement de l'exportation coopérative, là, collaborative, là, il va falloir y penser. C'est individualisé à l'entreprise. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une demande d'un certain nombre de patronats des pays de destination qui souhaitent un meilleur dialogue avec les entreprises françaises. Or, ces patronats, c'est des entreprises, c'est donc des clients pour nous. C'est pour ça qu'avec MEDEF International organisera le 24 août une journée de la francophonie dans laquelle nous invitons je crois, une quinzaine de patronats, notamment des pays africains, afin de permettre d'initier ce dialogue entre les entreprises françaises et leurs pairs africains. Voilà. Merci Germain. Donc plus de collaboration, plus d'accompagnement. C'est sans doute une base du nouveau narratif de la France et de la francophonie, et c'est un combat partagé par nombre de pairs. Florence, le message. Moi, mon message, il serait optimiste et ambitieux. On le voit, les entreprises qui étaient déjà à l'international résistent mieux. Il faut absolument que les entreprises se développent à l'export, à l'international. On a en
en France des pépites, des technologies incroyables. Et voilà, moi c'est le message que je veux passer. Il y a énormément d'outils, c'est pas la peine d'en inventer. Il y a énormément d'expertise et d'outils, il faut savoir les utiliser. Merci Florence. Olivier. Oui, moi j'ai un message qui rejoint un peu le message, hein, c'est croyez en vous, croyez en votre projet, croyez en votre idée ou soit en votre produit. Mais après, attention, il y a la préparation, il faut du temps, il faut aller voir ses banquiers, il faut aller voir ses partenaires, il faut bien préparer son export, parce que l'export c'est pas évident, mais c'est faisable. Et on est là aussi pour vous accompagner et vous conseiller. Bah, en gros, et au final, ces 2 à 3 années qui viennent, ça veut dire que l'économie française, les entrepreneurs de France qui s'intéressent à l'international, se mettent en prépa marathon avec ce que ça demande de discipline, de persévérance, d'engagement et de préparation. Donc c'est exactement ça, le marathon il dure longtemps, 42 km, en l'occurrence il va durer 2 à 3 ans. C'est long, on s'entoure, on se prépare, on se finance. Bien, merci de nous avoir suivis. À très bientôt, j'espère. On a des rendez-vous. Le prochain, Germain vous l'a donné. Le 24 août, pardon, les journées de la francophonie. C'est en marge de la REF. C'est exactement en marge de la REF, le jour précédent au début de la REF. Voilà. Merci à tous et n'hésitez pas à venir tous nous retrouver dans nos boutiques respectives pour vous accompagner dans